Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Et donc moi, mon objectif sur les 4 dernières années, ça a été de créer et de construire une équipe de recruteurs. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Assam, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, je vais très bien, merci. Yes, on revient de l'été là, Rassam et moi, on réattaque, c'est la rentrée, on n'est pas mécontents, il s'est passé pas mal de choses d'un côté et de l'autre, à la fois côté boulot et côté pas boulot, et là, on reprend le podcast, et puis avec un épisode qui va être, je l'espère, vraiment encore autre chose, tout en nous permettant de creuser des pratiques que vous pourrez mettre en place chez vous. Bref, c'est le retour du podcast, saison 2, avec Rassam de Doctolib, qu'on remercie grandement d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Rassam, est-ce que je te fais l'affront de te faire pitcher Doctolib ? Je sais pas, mais au moins peut-être que tu nous racontes qu'est-ce que tu fais de beau dans cette belle boutique. Carrément, je peux en parler s'il y a quelques auditeurs qui n'ont toujours pas entendu parler de Doctolib, malgré tout ce qui s'est passé malheureusement pendant la pandémie. Mais donc Doctolib, évidemment, c'est aujourd'hui un outil, une plateforme que les patients vont connaître pour leur prise de rendez-vous. Ce qu'il faut et ce qu'on rappelle très régulièrement, c'est qu'avant tout, c'est une plateforme à destination des professionnels de santé. On leur a permis d'optimiser leur agenda, de faire des prises de rendez-vous en ligne, de faire de la téléconsultation. Aujourd'hui, la campagne de vaccination. Et l'idée, c'est qu'on puisse les aider dans toutes leurs tâches quotidiennes pour rendre leur travail plus facile et qu'ils puissent s'occuper des patients de manière plus efficace. Moi, personnellement, j'ai rejoint Doctolib il y a bientôt 4 ans. En novembre, ça fera 4 ans exactement. Et donc, mon histoire là-dedans, elle est beaucoup plus concentrée sur les équipes de recrutement, puisque je suis arrivé comme le premier tech recruteur. Alors, ce qu'on appelle un tech recruteur, c'est finalement un recruteur qui va simplement se concentrer sur les populations techniques, IT, product. Donc, chez nous, c'est à l'époque, quand j'ai rejoint, c'était à peine 15-20 personnes. Et donc, il fallait scaler, comme on dit, tout ça. Et donc, moi, mon objectif sur les 4 dernières années, ça a été de créer et de construire une équipe de recruteurs pour accompagner le développement des populations tech et produits. Et c'est ce qui a été fait, on va pouvoir en parler. Eh bah oui, on va en parler parce que de deux choses. Alors moi, je suis ravi là qu'on puisse faire cet épisode pour deux raisons. D'une part, parce que, comment dire ça, les populations tech, c'est des populations qui sont très particulières, on le sait. C'est des profils pénuriques, c'est des profils qui sont pas forcément simples à appréhender. Alors on pourrait dire comme les sales, hein, mais en tout cas, ça vaut le coup de mettre la verticale dans la verticale et pas de parler de recrutement en général. Et donc, ça vaut toujours la peine. On adore toujours faire des épisodes qui sont très précis. Et là, parler de recrutement de tech, c'est vraiment un bonheur. Deuxième raison pour laquelle je suis ravi, Doctolib a l'énorme réputation de créer des machines incroyables pour processiser, pour scaler dans tout ce que fait un peu l'entreprise. Et on va le comprendre, là, le recrutement et le recrutement des profils tech ne fait pas exception à cet ADN de Docto. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être presque pour nous de nous installer dans une petite voiture de Jurassic Park pour faire un petit tour de comment ça se passe, le recrutement des techs chez Doctolib, comment ça a évolué, parce qu'il y a eu des phases, hein. Il y a eu des essais qui ont été faits et des améliorations qui ont été faites sur ces essais, et peut-être on terminera par essayer de vivre l'expérience candidat, le parcours d'un candidat tech qui est recruté chez Docto, de la phase 1 à la phase justement d'onboarding, etc. Ça te va, Rassam, on part là-dessus ? C'est parfait. Allez, écoute, je te laisse la main. Tu arrives il y a à peu près 4 ans chez Doctolib, et du coup, il est question de construire un modèle de recrutement des populations tech. Comment tu t'y prends ? C'est quoi la première itération ? Il y avait déjà quelque chose ? Raconte-nous un petit peu. Oui,
Carrément. Bah, écoute, bah, comme tu l'as très bien dit, en fait, avant mon arrivée, Doctolib était déjà, la machine que tu as décrite. Donc évidemment, elle a évolué, avec le temps et elle a pu, rendre plein d'autres, départements en interne, plus efficaces, avec plus de process et donc moi, quand je suis arrivé, j'arrivais avec des connaissances et un patrimoine de recrutement, dans l'IT, dans le digital, dans la tech, mais j'avais pas encore goûté à l'hypercroissance, et donc finalement, en même temps la rencontre et le mariage entre un style qui était un petit peu différent de mon côté et la machine Doctolib. Notamment, ça a commencé dès mon onboarding, les 2 premières semaines que j'ai passées, à l'époque. J'étais ultra impressionné, de me dire qu'une boîte, moi j'arrivais là-dedans, pour moi la startup c'était quand même, un petit peu encore un environnement, pas forcément super structuré, où il y avait beaucoup de jeunes, où je me suis dit: «Bon, bah, du coup, je vais pouvoir moi-même, peut-être mettre un petit peu de structure côté recrutement». Au final, les 2 premières semaines, je me suis pris 2 belles vagues de structure, dans les dents. Plutôt une bonne expérience dans l'absolu, parce que c'est bien saupoudré, de sens, de pourquoi on est là, d'émotions et cetera. Donc vraiment, j'étais impressionné. Ça m'a plutôt bien embarqué là-dedans et très vite, du coup, j'ai pu moi-même, m'inspirer, de petites choses comme ça pour construire l'équipe. Et donc la première phase, tu parlais de phase tout à l'heure, c'est très juste pour moi, quand je regarde un petit peu en arrière sur les 4 dernières années, il y a eu, 3 grandes phases. Une première phase où je suis arrivé, où il fallait mettre en place, une équipe, mais avant même ça, je suis arrivé quand même, moi-même pour recruter. Donc pendant, les 6 premiers mois, je dirais, alors oui, j'ai vite été accompagné d'1 ou 2 personnes, mais c'était, principalement, faire du recrutement, à savoir identifier des personnes, les contacter, les engager, construire des process, et de faire des offres et de les faire accepter par des candidats, qui est le point central aussi sur le marché pénurique que tu as décrit. Et donc quand je suis arrivé, c'est ce qu'on appelle le modèle 360, 360 recruitment, à savoir un recruteur, il fait tout de A à Z. Il va prendre le besoin, il va l'identifier, il va écrire son annonce, le mettre en ligne, il va faire son sourcing, il va contacter des personnes, faire des entretiens jusqu'à arriver à l'offre, la faire accepter et commencer même un peu la phase de pre-onboarding, donc avec un petit peu d'admin, etc. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait moi-même avec les premiers membres de l'équipe à l'époque. Et donc ce modèle-là, il était associé à une philosophie à l'époque de sourcing. Et en fait, le sourcing avait déjà sa part très importante. Donc, qu'est-ce que le sourcing pour ceux qui veulent bien l'avoir en tête entre le recrutement et le sourcing? Le sourcing, c'est vraiment la phase initiale d'identification des candidats et de pouvoir les contacter. Souvent, on l'associe encore trop souvent d'ailleurs, à mon goût, sur le marché à de l'identification externe, c'est-à-dire d'aller faire de la chasse active et pas forcément prendre en considération l'inbound, ce qu'on appelle l'inbound et le passif. Donc ça, on y reviendra plus tard, mais on a essayé de le rendre un peu différent. Mais au départ, c'était vraiment ça aussi. C'était, OK, le sourcing, c'est de l'outbound actif. Il faut identifier des gens sur LinkedIn, sur GitHub, Stack Overflow, mais principalement LinkedIn, et de les contacter, leur vendre Doctolib, leur dire que c'est cool et pourquoi ils ont envie de venir, ainsi de suite. Et donc, pour le faire, ce qui était la bonne phase de ça, c'est que moi j'arrivais avec, à l'époque, il y avait pas mal de gens avec qui j'avais travaillé dans le passé, dans mon ancienne boîte chez Axway, notamment Paul Mouchet, Abraham Dia qui est chez Datadog aujourd'hui. Et, et là-bas, on avait vraiment un peu un labo où on s'était fait des délires, on avait beaucoup rigolé ensemble pour être très différenciant dans la façon dont on contacte les candidats, dont on fait des relances, etc. Et donc j'arrivais avec moi cet état d'esprit-là. Et donc c'était un peu le choc entre ce côté un petit peu créa, innovant et le côté structure de Doctolib. Mais au fait, ça a fait quelque chose d'assez cool parce qu'on avait très bien identifié dès le départ, OK, comment est-ce qu'on veut que le candidat se sente quand on le contacte pour la première fois, comment il faut quelle émotion faut qu'il ait la deuxième fois qu'il se fait relancer, quand il est au téléphone avec nous, quand il vient dans nos locaux, quand on lui fait l'offre. Et on pourra après dire un petit peu, on pourra retourner sur ce schéma-là et ce tour quand on aura parlé des autres phases. Mais du coup, c'était principalement, OK, comment est-ce qu'on peut être très différenciant dans le message d'approche, bon, l'ultra personnalisation dont les sourceurs et le marché du recrutement ont un petit peu éprouvé le modèle sur les dernières années. Ça, on l'a beaucoup fait au début. Mais à un moment donné, ça marchait plutôt bien tant qu'il fallait recruter 3, 4, 5 développeurs par quarter, ou on va dire 20 par an, ça allait encore. Une fois qu'on a commencé à se dire, bon, moi, chaque année, il fallait doubler,
ce volume-là, ça a commencé un petit peu à coincer parce que forcément, le marché, le microcosme start-upper parisien de développeurs, aussi à un moment donné, tu l'éprouves. Il faut aller taper plus loin, mais quand tu tapes plus loin ou dans d'autres pays, les gens, la marque Doctolib n'a pas forcément la même saveur non plus. Donc, il fallait un petit peu revoir ça. Et donc, on est arrivé à un peu une seconde phase où on a itéré ce modèle-là, et où moi j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Tris Reville. Tris était à l'époque déjà quelqu'un de plutôt bien connu dans la communauté du sourcing et du recrutement en Europe. Il a fait partie d'une des premières équipes de sourcing en Europe chez Indeed.com, où il avait travaillé à Dublin et créé une équipe de sourcing. Et moi je l'ai rencontré à Amsterdam lors d'un event où il faisait justement un de ses talks sur le sourcing. Et puis on a discuté un petit peu à la fin de l'event. Je me suis rendu compte qu'il parlait français et je me suis dit ok, je vais tenter un truc un peu fou, mais je vais essayer de voir si je peux recruter Tris, qui était un peu connu pour être un, comment on appelle ça, un élément libre, et qui était en freelance depuis quelques années. Mais au final, il a été plutôt intéressé par la maturité, je pense, qu'on avait sur ce qu'on voulait créer sur ce qu'on appelle le sourcing stratégique, ce que moi j'appelle le sourcing stratégique. Et ce que je mets dedans, c'est le modèle qu'on a créé avec Tris, pardon, à savoir le Intent and Prediction Model. Donc, l'intent, c'est l'intention du candidat. Donc, essayer de décrypter, déchiffrer en amont l'intention du candidat avant de vouloir lui adapter forcément un message, un process, une façon de faire. Et donc, de se dire qu'un candidat qui postule a une intention, une intentionnalité très, très différente de celui qu'on va devoir aller chercher sur LinkedIn, qui a jamais entendu parler de Doctolib. Et déjà, ça permet de se dire, OK, on peut adapter quelque chose. Alors attends, faisons un petit arrêt image Oui. là dès maintenant. Non mais c'est très intéressant parce que ce qui est chouette là, c'est que Doctolib, c'est le territoire parfait pour comprendre des phénomènes qui touchent la plupart. Alors peut-être pas les startups, mais les scale-up, enfin des boîtes qui ont beaucoup besoin de croître. Et là, ce que je comprends, tu m'arrêtes si j'ai mal compris, mais je ne pense pas, c'est que en gros, le modèle initial, qui est un modèle un modèle d'orfèvre, hein, presque artisanal, où il y a des personnes qui sont très bonnes pour aller chercher des talents comme toi, dont tu as fait une bonne partie de ta carrière sur des choses comme ça. Ça marche bien quand tu dois recruter un nombre raisonnable de personnes par quarter, mais que dès que tu dois recruter en masse sans taper dans entre guillemets le niveau de qualité des candidats ou le fit, ou toutes ces choses qui sont essentielles pour maintenir correctement à la fois la qualité de l'expérience que vont vivre les futurs collaborateurs, collaboratrices, et puis la croissance de Doctolib. On s'est dit, bon, on peut plus continuer à faire un full cycle, ça marche juste, ça ne tient pas, ça ne scale pas, c'est ça que je comprends. Ouais, on n'en était pas arrivé au point encore de se dire que le full cycle, il faut complètement l'arrêter. On était encore dans l'idée de le même recruteur peut faire, on va dire pas mal de choses à son niveau. Par contre, on commençait à éprouver le système que on va passer notre temps à contacter des nouvelles personnes qui ne veulent pas forcément à la base travailler chez nous, qui ne connaissent ou qui ne connaissent pas, de leur vendre la source et de faire du sourcing actif tout le temps, comme si c'était quelque chose de c'est noble, on va dire, dans le métier de faire du sourcing actif, mais il fallait pas rester derrière cette noblesse entre guillemets et de se dire en fait on fatigue et on brûle d'un côté le marché parce que on envoie je sais pas x combien de messages par jour à combien de personnes, plus les candidats et les recruteurs eux-mêmes. Il y a une espèce de fatigue et de lassitude parce que tu connais les taux de conversion du sourcing, c'est un taux de retour positif est très bas. On est en dessous de 10, 15, 20% clairement, selon les périodes. Et donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de volume. Et donc à un moment donné, on est arrivé juste à ce constat de OK, il faut qu'on voit comment on peut optimiser, avoir de la qualité de nos candidatures, comment est-ce qu'on peut l'optimiser, la qualité de notre brand awareness sur la partie tech. Oui, tout le monde connaît Doctolib, tout le monde peut même se dire mais pourquoi il y a une équipe de recrutement chez Doctolib, tout le monde doit postuler. Oui, c'est vrai, mais en même temps, comme on le sait,
Sur la partie tech, c'est très différent. Et puis même sur tous les profils, quand on met la barre à un certain niveau, bah, c'est toujours, il faut un mix de personnes qu'on va chercher, de personnes qui vont venir d'eux-mêmes, de la partie cooptation. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais ça va être central dans ce qu'on a mis en place. Et donc, voilà, on arrive petit à petit au modèle où la même personne peut pas tout faire, mais c'était vraiment cette deuxième phase avec justement l'arrivée de Tris. C'est comment est-ce qu'on fait comprendre qu'il y a d'autres possibles, d'autres champs des possibles, et ça a été vraiment nécessaire, parce que je pense que on n'aurait pas réussi à arriver à la phase 3 sans cette étape un peu intermédiaire. OK, ouais, donc en fait, au-delà effectivement des enjeux de passage à l'échelle, ce que tu dis, c'est qu'il y a la question, à la fois c'est rigolo, il y a le vrai parallèle avec les sales pour le coup, de dire, quand on fait dans l'outbound tout le temps, forcément, ça nécessite un volume énorme, ce qui est fatigant pour les personnes qui le font, on brûle un marché, parce que quand on dit, enfin, ça c'est un petit point qu'on oublie des fois, mais c'est valable pour le sourcing, pour l'outbound, enfin tout ce qui se fait en outbound, sales ou pas. Quand on dit on a 10% de taux de réussite, on peut légitimement se poser la question de les 90% qu'on n'a pas réussi, est-ce qu'on pourra les recontacter d'une manière ou d'une autre après, ou est-ce que c'est brûlé? Bon, Mm. c'est une question qui se pose. D'accord, donc c'est ça qui vous a amené un peu à vous dire, bon, il va falloir qu'on trouve un modèle un peu différent. Ça, plus le fait que je comprends que même si Doctolib, c'est une très très belle marque en tant que telle, dans la population tech, la fameuse avec ses spécificités, il y avait, je ne sais pas si c'est de la pédagogie, du brand awareness, ou arriver à rendre Doctolib comme un top of mind pour un développeur. Mais en tout cas, il y avait ce travail-là à faire. Donc, bah, je t'écoute, phase 2, qu'est-ce que vous avez fait avec Tris? Carrément, oui, et notamment sur cette phase-là, en fin 2018, courant 2019, on était déjà à Berlin évidemment, Doctolib était à Berlin, mais on n'avait pas encore ce qu'on appelle un tech hub là-bas, donc des équipes tech et produits qui étaient basées à Berlin, et ça c'était le cas depuis quelques mois. Et à Berlin, effectivement, la marque était encore moins connue. Donc il fallait de toute façon qu'on adapte notre stratégie. Et donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'intent model, donc le modèle d'intention ou d'intentionnalité, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, et lié à ça, le côté un peu prediction, qui est simplement en fait d'utiliser la data pour essayer de prédire un peu ce qui peut se passer et avoir de meilleurs insights à donner au business. Donc, la partie intent, en le fait, elle est très simple, et donc pour le coup, c'est quelque chose que Tris avait éprouvé chez Indeed avec ses équipes, et donc on l'a adapté évidemment, mais c'était simplement de se dire que déjà les sales ont leur bible qui est leur CRM, on va dire, leur tool, et ben les recruteurs ont ce qu'on appelle un ATS, Application Tracking System, qui est le CRM des recruteurs, où on retrouve tous nos candidats, on peut les relancer, savoir ce qui s'est passé, les feedbacks, etc., etc. Et donc, l'ATS est devenu tout d'un coup beaucoup plus central. On s'est dit, on peut sourcer dans l'ATS. Déjà, ça c'est quelque chose qui. Mais encore une fois, il faut vraiment l'entendre d'un point de vue parfois psychologique pour un recruteur. Et c'est un peu les travers qu'on peut encore trouver sur le modèle un peu français, où c'est là, je reviens sur le côté, c'est les tâches nobles et les sources nobles et les sources un peu bas de gamme entre guillemets, et genre de l'ATS, et de sourcer dans son ATS peut sembler moins noble que d'aller chercher des nouveaux candidats que personne ne connaît sur le net ou ailleurs, dans des endroits un peu inconnus. Et donc ça, déjà, de sortir de ce cliché du sourceur qui doit absolument aller hacker des endroits pour trouver des gens dont personne n'avait entendu, Ce bah qui en est, ce qui fait, est- ce qui est ouais. rigolo, parce que je pense, tu faisais le parallèle avec le CRM, alors que la plupart des sales vont essayer au contraire d'optimiser leur CRM jusqu'à l'os, quoi. Carrément. Bah ça, en fait, tu vois, c'est un peu le bon sens, peut-être le bon sens du sales qui revient. Mais pendant des années, moi aussi, en cabinet, notre CRM, c'était la source principale. On arrivait, les shortlists étaient presque déjà faites par d'autres collègues sur le même marché avant, etc. Mais et du coup, évidemment, c'était assez simple de comprendre que quelqu'un qui avait postulé chez Doctolib, fait un process il y a 2 ans, et qui continuait à recevoir des informations de notre part, avait peut-être une intentionnalité différente que celle qu'il n'avait jamais entendu parler de nous. Et en fait, c'était, on l'a jamais mis en place, mais on avait même été jusqu'au point où il y avait un système de points et d'énergie, en fait, de temps que ça mettait d'énergie par rapport aux différentes sources. Et donc, un candidat silver medalist, ou donc quelqu'un qui était arrivé presque jusqu'au bout d'un process il y a tant de temps chez nous,
avait un taux de points beaucoup plus élevé que même un candidat qui avait juste postulé, qui avait jamais été appelé, ainsi de suite. Et donc, tout en haut de la pyramide de l'intentionnalité du intent model, on avait les candidats qui postulent, les candidats qui étaient dans la TS, ceux qui étaient cooptés, ainsi de suite. Et tout en bas, évidemment, les candidats qui n'ont jamais entendu parler de nous, qui sont très bien chez eux et qui ont juste un profil LinkedIn, etc. Ou ainsi de suite. Et donc, ce système-là nous a fait investir beaucoup plus d'énergie et de temps sur comment est-ce comment nos job ads, nos offres d'emploi étaient rédigées, comment nos messages d'approche étaient adaptés du coup aux différents personas et personnages, comment est-ce qu'on boostait, on générait plus de cooptation en interne. Et surtout, c'est pas simplement dans l'approche, c'est après, une fois que ces gens-là commencent à rentrer dans notre process, comment on adapte nos stratégies, entre guillemets, d'anticipation, de closing. Un candidat, par exemple, un process très simple qu'on a mis en place, c'est à partir du moment où un candidat est coopté et référé en interne, et bah, automatiquement, avant de l'appeler, il faut discuter avec la personne qui l'a coopté. Automatiquement, avant de lui faire une offre, il faut discuter avec la personne qui l'a appelé. Automatiquement, après avoir fait l'offre, il faut que la personne qui l'ait coopté puisse aussi l'appeler pour nous donner des éléments, des gut feelings, des indices sur est-ce qu'on est dans la bonne voie, est-ce que on est dans la bonne stratégie, etc. Donc ça, c'est un exemple d'adaptation là, ce truc-là existe, on a quelqu'un en interne qui peut nous aider. Dans d'autres cas, s'il avait postulé ou qu'on l'avait chassé, on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir cette aide, et ben il faut le mettre en. Et donc processer un peu et structurer, mettre ça par écrit, ça nous a aidé à avoir un peu des guidelines aussi pour les nouveaux, parce qu'en même temps on recrutait beaucoup de recruteurs. J'étais le premier, comme je te disais, il y a 4 ans, on sera bientôt 30 tech recruteurs et presque 100 recruteurs chez Doctolib à la fin de l'année. Donc, tout ça doit se retrouver quelque part et être documenté dans leur onboarding aussi. Donc ça, c'est l'approche que vous construisez avec Chris. C'est ça, pour répondre aux enjeux que vous avez eus avant. Comment, sans forcément rentrer trop en détail, mais comment vous construisez ça? Qu'est-ce qui vous donne cette idée? Est-ce que justement c'est un peu la bouffée d'air frais qu'est Chris, qui arrive avec plein d'idées, qui rebondit avec toi, et cetera? Est-ce que vous allez explorer de certains confrères, certaines autres boîtes pour trouver des idées? Enfin, comment vous y êtes pris? Je te donne, c'est Ouais, un tout petit peu orienté comme question, ouais, parce ouais. que on en rigole un petit peu depuis tout à l'heure, mais moi, ça me fascine de voir à quel point on se rapproche du predictable revenue de Salesforce. Du coup, Ouais. pour le coup, de processer une équipe pour gérer non pas des predictable revenue, mais predictable candidates. Je sais pas trop comment on pourrait dire. Ouais. Bah, carrément. Je pense que, alors, encore plus quand je vais peut-être te parler du vrai prediction model et aujourd'hui ce qu'on appelle en interne avec un autre terme qui s'appelle le hook, mais en gros pour vraiment prédire en termes de chiffres combien d'input à telle étape il faut mettre pour arriver à tel résultat. Mais oui, dans l'idée, je pense qu'on s'est. Alors, Tris, avec son expérience d'autres boîtes, ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place, et le système, je pense, un peu salesy des cabinets de recrutement, duquel moi je suis issu, où on devait effectivement, voilà, au bout de tant de rendez-vous clients, au bout de tant de propals envoyés, au bout de tant de candidats envoyés, normalement, il devait y avoir une facture qui tombe. À l'époque, je pense que c'était effectivement les CRM qui aidaient un petit peu. C'était beaucoup de feeling et un petit peu au doigt levé aussi, mais c'était pour pouvoir donner un peu de sens au KPI et pourquoi il fallait absolument faire 3 ou 5 par semaine ou 10 candidats rencontrés. Il fallait quand même expliquer que dans le passé, d'autres ont éprouvé le modèle et ça montre que pour y arriver, c'est aussi un peu un numbers game ou un jeu de volume, un jeu ce métier. Euh, et effectivement, je pense que on s'est inspiré un petit peu de tout ça. Il y avait aussi évidemment, en fait, on n'a évidemment pas réinventé la roue quand je te parle de faire de la personnalisation dans le sourcing, d'écrire de meilleurs job ads, etc. Il y a 1000 sociétés, 1000 recruteurs qui en avaient parlé dans le passé. Nous-mêmes, dans le labo Axway, où on était un petit peu avec les collègues dont je te parlais, on était à fond dans tenter, tester des choses très très décalées pour le coup d'ailleurs, qui étaient pas complètement transcriptif chez Doctolib par rapport à l'enjeu de Doctolib. Mais ouais, carrément, c'est un modèle qui s'est inspiré, je pense, de plein de tendances. Et le sales, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, qui aime beaucoup Enfin, je pense que j'étais sales avant d'être recruteur quand j'ai démarré. Donc,
Donc carrément. Donc on reprend phase 2. Il y a beaucoup d'améliorations ci et là sur le copywriting, sur la manière dont vous vous adressez aux personnes. Une notion fondamentale qui est celle de l'intent, qui vous permet de segmenter en fait finalement les gens à qui vous vous adressez et de ne pas parler de la même manière à quelqu'un qui est coopté qu'à quelqu'un que vous avez trouvé sur LinkedIn et contacté un petit peu à froid. Et ça, donc mécaniquement, on n'est pas rentré dans les résultats, mais j'imagine que ça a bien fonctionné. Mais il y avait encore de la place parce qu'il y a une phase 3. Oui, il y a une phase 3. Il y a une phase 3 où en fait, ce que j'appelais tout à l'heure la phase intermédiaire, la phase 2, c'était un peu introduire l'idée du strategic sourcing, du sourcing stratégique et de dire, OK, le sourcing, c'est pas juste envoyer des messages à des gens qui te connaissent pas. Et donc, c'est très cool et tu peux en retirer beaucoup de, 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 de fierté quand ça marche, mais à un moment donné, pour scaler, pour toi-même avoir une charge mentale aussi importante, il y a d'autres canaux, il faut pouvoir les optimiser. Et donc, pour ce faire, on a eu d'ailleurs à cette époque-là, on devait créer une troisième équipe tech. Donc il y avait Paris et Berlin, et on devait choisir une ville en France. Et donc ça nous a pas mal permis aussi de montrer que le sourcing stratégique, comprendre un marché, avoir de l'intelligence, de pouvoir regarder un petit peu un talent pool, à quoi il ressemble, pourquoi il est comme ça, et de les comparer entre différentes villes avec pas mal d'autres paramètres, real estate, de population, etc. Ça, on a bossé dessus et en fait avec des internes, des externes, et c'était super intéressant parce que ça a remis aussi la partie sourcing en mode on va choisir une ville, mais on va aussi beaucoup écouter la partie recrutement et notamment sourcing pour se dire est-ce que en y allant on fait un bon choix pour pouvoir créer une équipe sur ce type de population exacte, etc. Et donc je pense qu'on était prêt, on était prêt à enfin se dire ok bah on va maintenant que on a éprouvé presque de manière un peu sur le framework, le modèle, le script un petit peu de pourquoi on veut le faire, et ben des gens qui vont spécifiquement arriver en tant que sourceurs vont pouvoir s'y retrouver, et puis surtout que les sourceurs stratégiques entre guillemets ou des sourceurs qui ont eu cette expérience-là, bah, c'est des gens qui sont dans des modèles ou dans des grosses boîtes qui l'ont déjà fait, et c'est sûr qu'ils vont pas vouloir quitter ce type de boîte pour arriver dans une boîte où il y a rien, où on n'a pas un peu réfléchi en amont de c'est quoi le sourcing, pourquoi, comment est-ce qu'on le rétribue, etc. Et donc ça, c'est un peu la phase 3 effectivement qu'on vit actuellement depuis peut-être 9 mois, un an, à savoir du sourcing avec des vraies équipes de sourcing. On l'a commencé, comme on l'a souvent fait chez Doctolib, avec la population et le pipeline qui est le plus compliqué, où il y a le plus de volume, à savoir engineering, donc les développeurs full stack notamment. Et donc, sur cette équipe-là, on a tout de suite commencé à apporter des sourceurs assez seniors pour faire des binômes avec des recruteurs très seniors. Et donc là, il y a eu une phase où on s'est dit, OK, bah, le 360, ça marchait très bien, mais au final, quand on regarde ce que fait un recruteur 360 aujourd'hui chez Doctolib, est-ce qu'il passerait pas beaucoup de son temps à faire du sourcing ou de trier des candidatures, contacter des gens, envoyer des tests techniques, ces premières phases un peu qu'on a appelé top of funnel, versus d'autres recruteurs parce qu'ils préféraient ça, ils aimaient pas trop le sourcing, ils aimaient pas ces choses-là. Eux passaient beaucoup plus leur temps à être avec les managers, construire des pipelines, pardon, pas construire des pipelines, justement, construire des process, les optimiser, faire du lobbying. Par exemple, quand il y a un candidat qui est entre deux levels, ou il y a un problème de salaire, ou le feedback est pas clair, instinctivement, on s'est rendu compte que certains recruteurs avaient tendance à choisir ces combats-là plus que ou d'autres qui préféraient choisir des combats de top of funnel, aller chercher d'autres candidats, amener des insights du marché en disant ouais, ce talent pool ça marche pas. Et donc en fait, on s'est dit ok, bah en vrai, on va pas dire aux recruteurs vous restez recruteurs et maintenant on va recruter que des sourceurs. Évidemment, on s'est dit dans le lot, il y a des recruteurs, il y a des sourceurs. C'est l'étiquette, on s'en fout. C'est qu'est-ce que tu aimes faire, où est-ce que tu es bon. Et là-dessus, très naturellement, les 2-3 premiers sourceurs de l'équipe, ça a été des anciens recruteurs full cycle qui ont dit non mais attends, moi en fait ce que j'aime faire c'est ça, là où je suis bon c'est ça. Donc maintenant que tu m'as expliqué que c'est des postes équivalents, et d'ailleurs on a très vite dans les levels, dans les salaires, on est tombé d'accord pour se dire que c'est équivalent, c'est pas un bébé recruteur, un sourceur, c'est pas quelqu'un qui va chercher des CV et ensuite les donner. Il va avoir autant de points de contact avec le business qu'un recruteur, sauf que lui, il va être sur la
l'expertise top of funnel et donc donner des insights et des initiatives de sourcing avec le business sur le top of funnel. Il faut qu'on adresse un message plus percutant quand on veut senioriser sur telle population. Donc, comment est-ce qu'on va le faire avec le business? Dites-moi, dans tes équipes, c'est quoi les challenges, le storytelling. On avait en parallèle une équipe de marque employeur et recruiting marketing qui se construisait. Et donc, en fait, les premiers liens avec cette équipe inbound, c'était eux. Donc, de s'asseoir, optimiser les referrals, ainsi de suite. Et d'autres qui faisaient beaucoup plus de points de contact avec le métier pour leur dire où on en était dans les résultats, qu'est-ce qu'on doit changer dans le process, pourquoi c'est important de le faire, les convaincre, faire des trainings des intervieweurs, etc. et jusqu'au closing. Voilà, ça c'est la troisième phase qu'on est en train d'éprouver en ce moment avec, parce que tu l'as dit, c'est un peu trois métiers. Le troisième fonction qu'on crée, c'est les coordinateurs. On les avait un tout petit peu avant, mais là on met vraiment le paquet sur le fait d'avoir des coordinateurs qui connaissent ce métier et qui ont déjà fait des pipelines très volumiques et complexes pour nous aider. Et après, on pourra y venir justement dans l'approche candidat. Si on veut arriver à donner une émotion spécifique à chaque moment, il faut qu'il y a des gens qui nous aident pour mettre de l'huile dans les rouages à chaque step. Et peut-être pour nous donner une idée, vu que vous avez vraiment des équipes qui sont, grandes et en expansion, en termes de volume, vous avez, je sais pas, sur 10 recruteurs, vous avez, combien de sourceurs, combien de recruteurs, combien de coordinateurs? Oui, alors une très bonne question et c'est un peu À la grande, hein, ouais. dans les grandes masses, hein. Oui, oui. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est une grande majorité de recruteurs parce que c'est encore, comme je te disais, on le met en place progressivement dans la plupart des équipes qui en ont besoin. En gros, où il y a de la pénurie, de la compétitivité, où il y a beaucoup de volume, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas partout. On va accueillir nos 2 premiers non-tech sourceurs, donc les sourceurs business, sales par exemple, à partir de septembre. Jusqu'ici, c'est principalement à la tech, principalement dans la tech côté engineering, un peu moins côté product, un peu moins côté tech ops. Mais donc, il y a 8 sourceurs aujourd'hui pour environ plus de 50 recruteurs. Donc là, le ratio. Mais en même temps, tu peux pas en faire un ratio sur les 50. Il faut plus le voir 6 sourceurs pour peut-être 20 recruteurs aujourd'hui dans les métiers qui sont. Et on a une équipe de 3-4 coordinateurs et on a pas mal de postes ouverts. Mais la question est bonne parce que je pense que le nombre magique, là, le magic number que tout le monde cherche, et d'ailleurs ça a été on nous l'a posé souvent quand on a pitché ce modèle en mode ok, très bien, tu veux faire ça, mais ok, bah du coup il faut combien de sourceurs pour un recruteur ou combien de recruteurs pour un sourceur. Et en vrai, on a beaucoup réfléchi sur ce. Je pense qu'on n'y est pas encore parvenu de manière très spécifique. Et dans toutes les boîtes, je pense que chacun a une approche un peu différente. De manière générale, on se dit que un sourceur peut alimenter plusieurs recruteurs. On est tous tombés d'accord là-dessus. Après, ça dépend. De temps en temps, de toute façon, évidemment, c'est pas blanc ou noir, hein. Un recruteur va aussi faire du sourcing quand il le faut, ou un sourceur va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la grille du RACI qu'on a mis en place avec les recruteurs. Ouais, non, mais bon, effectivement, c'était plutôt pour avoir, une idée. J'avais un peu, l'impression que ça n'allait pas être, symétrique, mais c'est un peu Ouais. logique. Ce que je trouve très intéressant, que je veux souligner et qui a un impact énorme, hein, forcément, c'est cette notion de dire que, il y a pas, un métier qui est la version dégradée d'un autre. Ce qu'on peut trouver dans les sales, hein. On pourrait dire que le SDR, c'est le tout début, et que bon, l'ambition d'un SDR, c'est d'évoluer pour closer, ou de devenir partner si tu es dans un cabinet, enfin ce genre de choses, quoi. Et là, de dire, bah non, en fait, on a besoin d'excellents recruteurs parce que évidemment qu'on a besoin de créer une connexion avec l'interne qui est très forte, une relation de qualité avec les candidates et les candidats. On a besoin de sourceurs parce que profil pénurique, marché compliqué, pool où on doit essayer d'aller à la fois plus loin et aussi plus profondément. Coordinateur parce que c'est pas si simple. Donc je trouve ça un move intéressant de votre part, même de statuer le fait que c'est des métiers équivalents en fait. Ouais, ça je pense que c'est quelque chose qui est très important et la communauté de sourcing en France ou en Europe et puis en France, je pense entendra ça avec un écho particulier parce que c'est quelque chose qui met beaucoup de personnes, des sourceurs en frustration de se dire que leur métier est vu comme un sous-métier du recrutement ou voire même n'ont pas été même identifiés en tant que métier en tant que tel. Il y a un autre point, alors évidemment ça nous a beaucoup animé pour le faire, mais il y a un autre point aussi qui est très très
un peu plus terre à terre, qui était lié au travail d'analyse des data à travers ce qui s'est passé dans le passé justement, et si on devait faire le reverse engineering et arriver aux nouvelles ambitions, aux nouveaux targets de recrutement qu'on avait, on a réussi, par exemple, voilà, le truc basique qu'on a fait, c'est de regarder, on va dire, sur les 6 derniers mois, un instant T, sur les 6 derniers mois, pour faire un recrutement de dev, combien de candidats contactés, combien de candidats répondus, combien de screens, combien de process, combien d'offres, combien d'acceptations, et tout ce ratio-là, on l'a adapté à chaque ville, parce qu'il y avait des réalités différentes à chaque ville, et on a créé un truc où tu mets ta target pour les 3 ou 6 prochains mois, et ça te dit combien de phone screen il faut faire, combien de contactés il faut, combien, et donc ça, une fois que tu avais ce nombre-là, c'était aussi assez facile de se dire, bah, si un recruteur doit continuer à faire autant, par exemple, d'actions top of funnel, est-ce que vraiment il va pouvoir avoir un suivi de coaching avec son candidat de qualité, un rapport avec le hiring manager sur de qualité, un closing de qualité, puisqu'à un moment donné, il va avoir oublié une information, de revalider une information salaire, ou ne serait-ce que, tu vois, le petit process dont je te parlais sur un candidat coopté, d'avoir ces 3 touch points avant de le contacter, tu parles au mec qui l'a refer pendant le process et à la fin, etc., pour t'assurer d'optimiser le closing. Ça, un recruteur, s'il a pas du tout à se soucier de son top of funnel, de savoir d'où viennent mes candidats, où est-ce que je les récupère, lui, il est juste focusé sur la conversion en interne. En fait, le sourceur est très porté vers l'extérieur, c'est nos yeux sur le marché, et nos aimants. Et les recruteurs sont les optimisateurs, les convertisseurs de cette matière brute, entre guillemets, vers un recrutement à la fin. Donc Ouais, oui, c'est t'as les deux le couches de process. l'API interne-externe là avec ça. Exactement. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui en fait au final, tu sais, c'est pas des choses révolutionnaires comme tu dis. C'est simplement aussi analyser ton cycle de vente si tu fais la comparaison avec le sales, et de pouvoir. Mais tu vois, quand tu t'es dit l'inside sales ou le SDR qui fait du lead generation versus le field sales ou le account executive. Tu vois, ce côté un peu de la recherche vers un titre ou une tâche un peu plus noble qu'on peut totalement imaginer chez les sales. D'ailleurs, je ne sais pas si il y a des boîtes qui l'ont un petit peu mis au même niveau en se disant, bah, c'est aussi important pour nous d'avoir quelqu'un qui va générer un lead super qualifié versus celui qui va le closer. Mais c'est le modèle, tu peux très bien comprendre pourquoi il fait sens, et même presque de manière un peu philosophique, pourquoi ça fait sens de mettre les gens sur un pied d'égalité. Mais après, quand tu veux le mettre en place, évidemment, on a eu et on a encore pas mal de trucs qui sont pas parfaits, hein. On est très loin d'avoir fini. Alors, ce que je trouve très intéressant, pour, apporter un petit témoignage, en ayant vu, passer, un certain nombre de tes confrères, consoeurs RH dans ce podcast, et je l'espère, une des fonctions utiles de ce podcast, c'est des fois justement de montrer que, la réponse n'est pas dans un exotisme délirant. Tu vois, je vais donner un exemple. Yann de Miro, qui fait du recrutement, donc Yann Mokoko qui est passé chez nous, a fait un épisode entier globalement pour nous expliquer que chez Miro, la colonne vertébrale du recrutement, c'est la méthode Who, comme tout le monde. Et Mm. il y en a qui pourraient se dire, ah bon, bah dis donc, c'est pas hyper excitant. Miro, c'est quand même une jolie boutique. J'espérais entendre des trucs un peu de fou, etc. Oui, alors on peut le prendre dans l'autre sens. On peut le prendre en se disant, ça sert pas forcément à grand chose de réinventer la roue non-stop. Et il y a aussi des choses qu'il faut creuser avec du bon sens, en l'adaptant à sa culture, bien évidemment. C'est ce que tu disais. Mais il y a des recettes qui fonctionnent très bien. Et mais par contre, c'est dans les détails qu'on va trouver des choses intéressantes, comme le fait que, par exemple, vous mettez les sourceurs et les recruteurs au même niveau philosophiquement, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Est-ce qu'on se ferait pas, du coup, assez rapidement, le chemin côté candidat ou candidate, en parlant un peu de ce qui se passe en cuisine. Donc, je sais pas, moi, je suis Alexis, développeur, full stack, et je rôde sur GitHub. Enfin, où est-ce que vous me trouvez déjà? Oui, alors, tu es développeur, et on va dire qu'on va avoir différents scénarios évidemment, parce que tu peux être un développeur qui est sur GitHub ou qui a un compte peut-être LinkedIn, peut-être, mais qui est, admettons, que sur GitHub. J'aime bien le Ici, peut-être. Ah, peut-être, bon, pas toujours, hein.
Il se peut effectivement que dans une stratégie outbound, on ait trouvé ton profil et qu'on l'ait trouvé intéressant pour X raisons. Là-dessus, effectivement, on va commencer à réfléchir sur le message qu'on va pouvoir t'envoyer. Alors, bon, on va peut-être pas aller jusqu'à dans ce détail-là, mais se pose déjà la question de quel canal de contact on choisit, parce que si on t'a trouvé sur GitHub, il y a fort à parier qu'on a réussi aussi à trouver ton adresse email que tu as utilisé pour GitHub. Mais est-ce qu'on peut aussi peut-être, si on a trouvé un compte LinkedIn, vouloir t'envoyer un email via LinkedIn. Donc ça, c'est un, un, un débat sans fin qui existe. Et moi-même, j'ai retourné le sujet plein de fois. Est-ce que c'est mieux telle adresse perso? Est-ce que c'est mieux WhatsApp? Est-ce que c'est mieux d'appeler quelqu'un? Le cold calling n'existe presque plus aujourd'hui sur le marché. Mais bon, on va pas rentrer dans ce niveau de détail-là, mais admettons une fois que... Par contre, il y a un niveau de pas détail qui m'intéresse beaucoup. C'est Ouais. qu'est-ce qui fait que la personne de ton équipe de chez Docto va me contacter moi si on prend un environnement qui est un peu moins familier aux recruteurs que LinkedIn, à savoir GitHub. Est-ce que c'est Ouais. sur un niveau d'activité, des mots-clés, l'équivalent de Bah, CV ouais. Bah, en fait, déjà pour moi, alors peut-être que je me trompe et peut-être que c'est un peu un raccourci, mais la phase de je vais sur GitHub, essayer de voir le nombre de repos que tu as fait, le nombre de stars que tu as, le nombre de recommandations, le nombre de contributions que tu as fait en open source, le nombre de... Il y a des Chrome, bref, des outils qui vont t'aider à analyser la page GitHub du mec pour des te dire, voilà, plugins. des plugins, putain, voilà, pardon. 75% de ses repos sont en JavaScript, 20% en Ruby, donc, allez, je vais le contacter, etc. là-dessus. Je dirais que cette phase-là, elle me renvoie beaucoup plus à la phase 1 tout à l'heure dont je te parlais. C'est, tu arrives dans la startup, tu as 20, 30, 40, 50 recrutements à faire par an. Tu peux te permettre, entre guillemets, de rentrer dans ce genre de considération. Je dis pas que tu peux plus le faire quand tu grandis. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, et nous, la façon dont on recrute chez Doctolib, elle est un petit peu moins technophile dans le sens où on s'en fout un petit peu des langages de code de la personne. À partir du moment où il veut se former sur les nôtres, ce qu'on veut recruter, c'est plutôt des product software engineers, c'est-à-dire des gens qui ont cette idée de l'impact utilisateur, qui n'ont pas peur d'aller à la rencontre de ces utilisateurs. Bon, oui, qui font du TDD, du test, la qualité de code est importante. Donc, on va peut-être un petit peu regarder si la partie, ces éléments-là sont des choses qu'on peut voir ou t'es passé dans des boîtes qui ont eu ce genre de façon de bosser. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, on est un peu moins dans l'ultra détail d'aller regarder techniquement si la personne est contributeur ou pas. C'est un côté un peu romantique qui fait plaisir de se dire que les gens, un recruteur passe 35 minutes à analyser un profil avant de savoir s'il veut lui envoyer ou pas un message. Et certainement qu'on le fait aujourd'hui, certainement qu'en libérant plus d'espace pour les sourceurs, d'avoir plus de temps, de ne pas se préoccuper de ce qui se passe après, de pouvoir le faire. Mais j'ai envie de dire que ça me renvoie quand même un peu à une phase 1 de ce qu'on a vu. Mais oui, à l'époque, on pouvait quand même carrément faire ça et même regarder. Par contre, ce qui est super cool, c'est en analysant ça, tu peux derrière lui dire, OK, bon, bah, ça me renvoie vers ce site-là. Et moi, j'ai adoré faire ça pendant très longtemps et on l'a même pendant les entretiens pendant très longtemps. On demandait un peu ce côté un peu créa chez les recruteurs ou les sourceurs. On leur demandait comment faire. En live, on faisait un peu de pair sourcing où on disait, OK, tel profil, qu'est-ce que tu vas faire? Comment en partage d'écran. Et c'est vrai que on avait des exemples où on pouvait remonter un petit peu le fil et tomber sur, à partir de ton GitHub, remonter sur tes passions, le fait que tu dessines des oiseaux le week-end, etc. et de pouvoir te contacter avec ce genre de message-là un peu plus. Mais pareil, ça me renvoie à quelque chose qui est ultra orfèvre, ultra noble, etc. Je le conçois. Mais je pense qu'on est passé dans une étape un peu différente aujourd'hui, même de manière générale sur le marché. Un bon sourceur, un bon recruteur, s'il fait ça, c'est de la balle. Et oui, il peut s'en vanter, écrire des articles, etc. Mais si derrière, il est incapable de le scaler avec comment est-ce qu'on influence le business, comment on crée des process, comment on, on bosse avec une complexité qui est aussi beaucoup interne, il a qu'une partie du problème, quoi.
Mmh. OK, le message est passé dans le scénario cold, on va dire. Oui, J'ai été contacté, ouais, parce que j'ai 4 étoiles sur 5, selon votre c'est algo, maison avec les bons plugins. Pas de souci. Tu voulais passer sur c'est un autre scénario pour qu'on fasse pas que du cold? oui, non, en fait, en gros, ce que je voulais dire, c'est que cette première phase chez nous, quelque part par rapport à que ce soit un candidat qu'on source, un candidat qui a, postulé ou un candidat qui a été coopté, ce qu'on veut, c'est que le premier message d'approche qu'il reçoit de nous, alors ça peut être un message, automatisé, via une candidature, ça peut être, le premier template qu'on utilise quand quelqu'un nous fait une, recommandation ou les messages, d'approche, sur LinkedIn ou GitHub qu'on va envoyer à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Le sentiment qu'il veut qu'on souhaite lui procurer entre guillemets, c'est ce sentiment de je suis différent, I'm different. C'est-à-dire que il me contacte pas, même si j'ai candidaté, parmi toutes les candidatures, ils m'ont contacté moi parce qu'ils ont eu un intérêt spécifique dans mon profil. Même s'ils ils ont sourcé 1000 personnes la même journée, ils ont sourcé moi en particulier pour ça. Et donc ça, c'est vraiment le dénominateur commun de on veut procurer le sentiment de je suis différent en tant que candidat. Je suis unique à la limite peut-être parce que différent, bon, ça veut tout dire, rien dire, mais je suis unique, c'est moi qui contacte là. Et ce qui est un peu différent de la relance, parce qu'on a aussi du coup faire la partie un peu de nurturing, qui souvent on peut se dire bon bah la même approche, le même message qu'on a utilisé pour une première approche, on peut le recycler plus ou moins pour le relancer une, deux, trois fois. Nous on s'est très vite dit que la fois où on relance, ça, c'est aussi une occasion pour nous de dire, OK, ils ont compris que là, on avait fait un peu de personnalisation, on les contacte eux pour ce qu'ils sont eux, mais aussi, à partir de la deux ou troisième relance, c'est à nous de dire pourquoi nous, on est différent ou pourquoi nous, on est unique. C'est-à-dire que euh, je prends un exemple. Si la première fois que je t'ai contacté, j'ai dit OK, bah t'as plein de repos cool sur GitHub. J'ai l'impression que t'adores les oiseaux parce que je le sais, machin. C'est super. Si la deuxième fois je te dis ah oui et puis bon maintenant j'ai vu que t'aimais aussi la cuisine asiatique, donc regarde une recette de cuisine asiatique. Donc c'est tu vois à chaque fois d'être centré sur toi en disant bon bah là je vais déclencher l'émotion parce que je lui dis à chaque fois à quel point il est unique. À un moment donné aussi par rapport au sentiment de perdre une occasion, de dire ah oui, by the way, je te contactais parce que nous, on a ça chez nous. Je pense que tu pourrais être truc parce qu'on a mis en place tel type d'équipe, on a tel poste, on fait et de se dire qu'à un moment donné, ah c'est eux peut-être aussi qui sont différents dans la façon dont ils me relancent et j'ai envie de creuser. Bon, ça c'est pareil, un petit peu un détail, mais on a OK, essayé ouais, de non, c'est assez intéressant. Donc ouais, donc j'aurais une relance, plus centrée, Doctolib, qui voilà. se dévoile un peu quoi, ce qu'il y a Qui se pourquoi? dévoile un peu, qui peut peut-être donner les actualités, ce qui se passe. Encore une fois, tout ça est très basique. Hein. Tout le monde, j'imagine, dans ces templates a un truc à un moment donné où il va faire des bullet points sur les actus de la boîte et pourquoi eux ils sont différents, pourquoi la philosophie, les valeurs de la boîte sont cool, machin. Mais voilà, c'est un moment où on peut partager plus de contenu et du coup là, on bosse beaucoup avec les équipes en interne pour toujours se dire ok c'est quoi le dernier article vraiment intéressant qu'on a écrit, pourquoi ça on l'a écrit, à quelle population ça va parler, etc. OK, donc Ouais. tout ça, moi de mon côté en tant que candidat, j'ai été, contacté par, je sais pas moi, Lucas de Doctolib qui s'avère être sourceur, c'est ça? Oui, alors aujourd'hui, il y a des fortes chances que ce soit effectivement un sourceur. Ça peut arriver évidemment que ce soit un recruteur, mais dans l'idée, vu que les sourceurs gèrent tout le top of funnel, ce serait a priori un sourceur qui te contacterait. Donc, admettons que c'est Lucas. Donc, Lucas t'a contacté. Voilà, je suis sourceur chez Doctolib. Viens, on se parle, etc. Et donc, tu commences à vouloir en savoir plus. Et donc, il arrive le moment du phone screen, du pré-screen, du phone screen, du premier contact. Et là-dessus, nous, on a des overlaps un peu différents d'une équipe à l'autre, d'un pipe à l'autre, mais le pipe le plus concret, c'est engineering developer, par exemple. Là, le sourceur continue à garder l'ownership, évidemment, et va faire un premier screen avec le candidat. Et donc, Lucas va te parler, va t'expliquer pourquoi il t'a contacté, te vendre un poste, sentir un peu c'est quoi tes critères pour toi, etc. Et dans la phase d'un développeur, si on parle d'un développeur, ce qui arrive communément, c'est qu'on a encore aujourd'hui un home test, un test technique. Alors, on est en train de l'itérer, on va voir si on va peut-être l'arrêter carrément, etc., pour être encore plus engageant avec eux et tout de suite avoir un entretien avec un manager et compenser le test technique autrement dans le process. Mais aujourd'hui, c'est encore ça. Donc, il peut y avoir ce test technique et le sourceur va continuer un petit peu dans cette phase à t'accompagner, t'expliquer beaucoup. Et donc, on en a mis beaucoup de choses sur le sentiment sur interview preparation. C'est vraiment
they want me to succeed. Alors je le mets en anglais parce que c'est comme ça qu'on l'a en interne, mais ils veulent que je réussisse. Ils vont me mettre dans une situation de succès. Alors pas me donner tous les anti-sèches. C'est pas une question de donner toutes les réponses évidemment, mais dans l'approche supportive versus demanding, il y a pas mal d'articles là-dessus qui ont évolué. Nous, on est clairement dans l'approche supportive. On va te dire à quoi tu peux t'attendre, comment t'y préparer au mieux, et donner le maximum de ressources pour que la personne se dise, OK, ils veulent que je réussisse, ils veulent voir le meilleur de moi et pas me mettre en situation d'échec ou de piège ou de stress. Ouais, donc Lucas va se battre pour ma candidature, hein. Lucas va essayer de faire en sorte que j'y arrive. Et alors du coup, une fois que j'ai fait ces premières phases, à quel moment est-ce que je bascule sur la partie qui est sous l'égide, j'allais dire, du recruteur? Est-ce Ouais. que c'est un peu plus tard? Est-ce que il y a un certain nombre d'entretiens? Enfin, comment ça se passe? Ouais, souvent et d'ailleurs tout ce que je t'ai dit sur la préparation d'ailleurs arrive un petit peu plus tard parce que pour un test technique, bon, il y a deux-trois recommandations qu'on peut faire, mais à partir du moment où le candidat, entre guillemets, a passé les pré-filtres du pré-screen et du test technique, souvent c'est là que entre l'introduction vers son recruteur qui va gérer la partie, nous on appelait ça on-site avant, mais aujourd'hui l'on-site ou le présentiel veut plus dire grand-chose, mais en gros c'est le gros bloc d'assessment qu'il peut y avoir. Donc, 1, 2, 3 phases souvent d'entretien technique, méthodologique, management, où ça va être des entretiens avec les équipes, avec des managers. Et là-dessus, c'est souvent le recruteur qui prend la main. Et là, sa mission, lui, c'est de se dire, OK, je vais m'assurer qu'il soit préparé à chaque étape et surtout que les hiring managers soient bien entraînés, bien formés, qu'ils sachent pourquoi ils sont là, comment faire des feedbacks non biaisés, comment faire des feedbacks en respectant la SLA, faire les débriefs. On a des sessions de débrief à la fin d'un process où c'est super important. On se rend pas compte à quel point justement le côté candidate advocacy, le fait de défendre son candidat, justement, on est les ambassadeurs des candidats, on dit souvent en interne. Et dans ces réunions-là, euh, c'est super subtil parce qu'un recruteur, tu vois, il faut pas qu'il arrive avec ses grandes bottes en mode bon, j'arrive moi et peu importe ce que vous allez dire, je vais défendre mon candidat bec et ongle. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est de sentir là où il y a eu peut-être pas assez de recul, des conclusions qui sont un peu non fondées, pas assez structurées, biaisées du coup, et donc de s'assurer que toutes ces choses-là sont prises en compte dans une décision pour avancer, pas avancer avec un candidat ou sur un level ou un autre, etc. Ouais. Et du coup, la question qui me vient un peu spontanément, c'est quand le scope du recruteur s'arrête, qui prend la main après? C'est le manager directement, ou il y a quelqu'un d'autre vraiment dans les Ouais. équipes RH qui Bah, reprend la main? En fait, il y a un peu d'huile dans les rouages. Par exemple, les équipes coordinateurs vont nous aider évidemment beaucoup entre le moment où les candidats va faire ces étapes-là. Il y a toujours un peu un recruteur qui est dans l'ombre entre guillemets pour nous aider ou en contact direct avec le candidat, parce qu'il y a des itérations évidemment, comme tu peux l'imaginer, et c'est des casse-têtes parfois. D'ailleurs, on s'est armé là-dessus avec des outils en plus sur notre ATS qui vont nous aider à se faire ce scheduling-là plus facilement. Mais finalement, le recruteur, il sera toujours là jusqu'au bout. À partir du moment où il prend le relais avec un candidat, c'est très rare qu'il laisse la main, par exemple, au hiring manager à 100%. Le hiring manager devient un collaborateur et un binôme très très important avec le recruteur, notamment sur la phase de l'émotion entre guillemets de la phase d'entretien qu'on veut que le candidat ressente. C'est j'ai envie de travailler avec cette équipe, j'ai envie de travailler avec ce manager. Donc là, effectivement, évidemment, le hiring manager ou l'opérationnel est central et devient un acteur assez central de ce que le candidat doit vouloir ressentir, parce qu'à un moment donné, le recruteur peut pas tout faire. Et évidemment, on peut les faire sentir très différents, parler de nous, les coacher, mais il faut que le manager fasse sa part du jeu. Et là-dessus, on a fait beaucoup de training sur comment anticiper le intent, justement l'intention des candidats, comment nous aider à nous
à passer des relais d'informations à un moment donné, après les techniques de closing, les techniques de pre-closing, on les a aussi un peu appris et on les travaille avec les hiring managers parce que c'est des super alliés pour nous, pour nous donner la bonne direction jusqu'à un closing ou une offre qu'on va faire. On va faire les offres avec les hiring managers presque tout le temps sur les équipes engineering notamment. On va les construire ensemble ces stratégies-là et sur le call d'offres, on va souvent avoir le recruteur et le hiring manager qui sont briefés ensemble, préparés, chacun à sa partition. Et là, l'idée, c'est que le candidat en ressorte avec une émotion de positivité, d'enthousiasme et de clarté. C'est encore une fois, c'est du B à bas, mais on s'est rendu compte quand on faisait ces trainings qu'il y a pas mal encore de recruteurs, voire de managers qui peuvent faire une offre sans forcément ajouter un supplément d'âme, un supplément de punchline, d'émotion, de positivité et de clarté, parce que du coup, quand c'est un petit peu, on peut faire une offre en dessous des attentes des candidats, ça c'est pas un problème, ça arrive et ça arrivera toujours. Par contre, on peut pas ne pas être clair exactement Mmh. sur pourquoi et comment et à quoi il faut s'attendre. Ouais, non, je pense que cette notion d'avoir soi-même une intention quant à la couche émotionnelle, j'allais dire, qu'est-ce qu'on veut que le candidat, ressente à ce moment-là ou la candidate, je pense que c'est une couche qui est applicable dans pas mal de métiers et on va peut-être te piquer, hein, d'une manière ou d'une autre, ça me semble assez intéressant. Bon, en fait, Rassam, on pourrait rentrer dans les détails dans tous les sens. Là, je vois un petit peu l'heure qui défile. Moi, avant de passer tranquillement à la fin de l'interview, moi, il y a je sais pas, c'est pas un exercice, mais un petit low hanging fruit que j'aimerais bien te proposer. C'est euh, les gens qui nous écoutent, là, va y avoir des personnes qui sont donc des professionnels de la RH, dans des scale-up, dans des startups, dans des environnements qui sont très différents. Dans tout ce que tu as vu sur des populations tech et dans l'évolution, tout ce que tu as testé, si tu devais donner un conseil, un low-hanging fruit, quelque chose à commencer à travailler ou quelque chose à appliquer rapidement pour une startup, donc une boîte qui cherche des beaux profils, mais qui n'est pas forcément encore dans des problèmes de scalabilité, et dans une scale-up, donc deux populations Mhm. différentes, qu'est-ce que tu donnerais comme petit quick win pour chacune de ces populations en 2-3 minutes? Mm, ouais, je pense que le fait de collaborer et de collaborer avec le hiring manager, c'est quelque chose qui marche très vite et en fait à chaque étape, on peut l'appliquer. C'est-à-dire qu'un recruteur qui galère, disons, dans une startup pour avoir un taux de conversion dans ses messages, un recruteur qui galère pour ses taux d'acceptation d'offres, etc., tu ajoutes une collaboration plus importante avec le manager pour lequel il recrute tout de suite, sans outils, sans mettre de l'investissement d'argent, etc., mais simplement du temps, de l'énergie entre ces deux personnes-là qui très souvent se comprennent pas encore totalement ou n'ont pas compris à quel point en unissant leurs forces, ils pouvaient avoir un impact plus fort sur le candidat. Ça déjà, c'est peut-être le plus low hanging fruit que je peux et de manière très concrète, c'est quoi? C'est ok, tu galères à avoir des candidats qui te répondent, bah en fait, c'est quoi les 5 candidats vraiment les plus cool que t'es, je vais moi les contacter avec toi ou je vais leur envoyer un second message ou la prochaine fois c'est moi d'ailleurs qui va envoyer ce premier message ou je vais relire avec toi le message que tu leur envoies pour qu'il soit plus pertinent. Jusqu'à un second exemple qui serait un peu plus loin dans ce qu'on vient de dire sur la partie offre, je vais venir faire l'offre avec toi parce que évidemment moi il y a 1000 choses que je vais sentir quand le candidat va avoir des questions et j'aurai un peu plus d'impact. Donc je dirais que en faisant ça, de toute façon, ça permet les deux parties de devoir discuter, se mettre d'accord sur une stratégie et de se comprendre en fait beaucoup plus. Et à partir du moment où un hiring manager comprend la réalité d'un recruteur et d'un recruteur l'inverse, derrière, oui, tu peux se dire, bah en fait là, on a un vrai problème, on va devoir trouver de l'argent pour un outil. Là, ça va être une question de ressources, on va devoir recruter une autre personne. Là, c'est une question de branding, on est nul, il faut qu'on utilise. Mais euh, le cœur du truc, c'est le recruteur et le manager qui doivent bosser ensemble. Et ça, ce serait mon premier conseil. Ok, on prend, on prend. Si vous nous écoutez et que vous n'avez pas créé une belle collaboration avec tous les hiring managers, bah, c'est le moment. Et inversement, si vous êtes hiring manager, passez plus de temps avec ceux et celles qui s'occupent du recrutement chez vous. Ça devrait pas mal se passer.
Bon, bah, du coup, on va passer, tranquillement à la fin de l'interview. Peut-être pour commencer, où est-ce qu'on te retrouve? Si on a envie d'engager la conversation avec toi, alors si on a envie de travailler chez Doctolib, je suis sûr que ce sera assez facile de te contacter. Mais si on a envie, d'engager la conversation un cran plus loin, c'est quoi le meilleur canal pour te contacter? Je suis presque exclusivement sur LinkedIn, donc je pense que mon compte LinkedIn et ma page LinkedIn, c'est vraiment, le point de contact, même si j'ai un compte Twitter, mais je l'utilise très, très peu. Donc je pense que LinkedIn, c'est l'endroit où il faut me trouver. OK. Ensuite, quel livre, podcast, blog ou ressources recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices? Bah, écoute, en préparant cette question, je sais qu'elle revient souvent. Je me suis, senti un peu bête parce que je me dis: «Mais attends, dis donc, moi je lis pas de livres, je suis pas vraiment les podcasts». En fait, je suis papa de 2 petites filles, qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc en fait, les podcasts, même quand je suis sur la route, en fait, je fais autre chose. Donc les podcasts, j'ai peu de temps pour les écouter, même si, j'ai quelques références, mais pas énormément. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est consommer du contenu très rapide et facile à consommer en faisant autre chose. Et donc la vidéo, moi, j'adore ça. Et en fait, j'adore consommer des contenus vidéo. Donc sur les thèmes un peu plus inspirationnels et sérieux, ça va être plutôt, tu vois, les Gary V et tous les dérivés de Gary V qu'on peut connaître. J'aime bien ça. Parce que ça me permet de voir un peu plus haut que simplement le recrutement, mais sur la partie leadership management, j'aime bien ça. Et après, je suis un gros consommateur des comptes parodiques. Moi, j'adore les gens qui se prennent pas au sérieux, qui se foutent de la gueule de leur métier. Et donc, à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Ed Hunter. Donc, c'était un jeu de mots avec Headhunter, mais c'était son Edward Hunter, avec la tête de loup. Je sais plus s'il existe sur LinkedIn, mais il faisait beaucoup de mèmes et de parodies sur le métier du recrutement. Il y a le compte Sales Humor que je suis, parce qu'en fait, n'importe quelle blague que tu fais à un sales, et un recruteur peut s'y retrouver aussi. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant On en a cette parlé, ouais. interview, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles avec le métier de sales. Donc moi, j'aime beaucoup donc les contenus vidéo et un peu parodiques, j'adore ça. OK, très bien. Et enfin, tu connais, notre tradition, tu, en es toi-même, issu plus ou moins parce que tu as été, recommandé et tu as été, mis sur un piédestal. À qui est-ce que tu as envie de passer, le micro pour un prochain épisode de ce podcast? C'est qui le ou la RH de start-up, ou d'entreprise Mmh. qui t'impressionne le plus? Alors oui, alors déjà je remercie Fiona d'avoir, cité mon nom. C'est vrai que c'était, super super sympa de sa part. Moi, aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'inspirent chez Doctolib, il y a plein de gens qui m'inspirent, à l'extérieur. Je pense qu'un des profils qui m'a beaucoup impressionné sur les dernières années, c'est quelqu'un qui a récemment changé de voie d'ailleurs, qui a été tech recruteur pendant très longtemps comme moi et a construit une équipe de tech recruteurs assez impressionnante, chez Dashlane, et qui a fait le choix, il y a 1 an ou 2, je pense, de passer du côté un peu plus people et people dev. C'est Eric Deviane. Donc aujourd'hui, il est chez Decathlon United. Et donc lui, c'est quelqu'un que j'ai suivi parce qu'on a bossé ensemble dans un cabinet de recrutement il y a très 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 longtemps. Mais chez Dashlane, on avait fait pas mal de déjeuners où on s'échangeait un peu les best practices justement sur comment utiliser telle ou telle data pour travailler, etc. Et chez Decathlon, je sais qu'ils bossent maintenant beaucoup sur les job profiles, les grilles de salaire, sur pas mal de choses qui sont un peu plus loin dans toute la chronologie de l'expérience. C'est plus trop l'expérience candidat, mais l'expérience employée, je pense. Mais lui, c'est quelqu'un d'intéressant, je pense, à, à checker. Bon, bah, écoute, Eric, Decathlon, c'est un peu la plus start-up, des grandes boîtes que tout le monde connaît, donc peut-être bien que tu vas recevoir un petit, message. En tous les cas, tu seras, reçu, avec, grand plaisir, sur le podcast de Yaniro. Écoute Rassam, je pense qu'on a fait un très bon tour, et je te remercie beaucoup de nous avoir ouvert les portes un peu des process, de l'évolution des process, de tout ce qui se passe un petit peu chez Doctolib sur le recrutement, des techs et de toutes les expérimentations que vous avez fait. Moi, il me reste plus qu'à te, dire à très vite et puis, bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps et à bientôt. Merci, bah merci pour l'invite, c'était chouette et à bientôt aussi. Bonne Allez, à la rentrée. prochaine. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi